partenaires en fonction de leurs propres intérêts. Exactement. C'est sûr. La Chine n'est pas là pour nous faire plaisir. Il dit que bon, vous discutez avec moi, voilà, c'est du donnant-donnant. Chacun donne. Il faut leur dire ça. Ce n'est plus pour venir. Et dans ce contexte-là, professeur, les intérêts se neutralisent. Personne... Bonjour. Alain Foucault a récemment fait une interview avec l'ex-président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, dans lequel il parlait de 2 milliards qu'il a offert à Jacques Chirac. Et également, il parlait de la France-Afrique. Il a été sujet de discussion lors d'un débat organisé par Kia de Kiki sur Royal FM, dans lequel on retrouvait le vice-recteur de l'Université de Yaoundé 2, Eric Ounanguini, on retrouvait le philosophe et un certain nombre de panels que je vous invite à suivre. Mais à côté de ça, ils ont également répondu de façon très dure au reportage de RFI sur la situation de Paul Biya. Suivez minutieusement jusqu'à la fin. Voilà. Donc, c'est la révolution de Mobutu. Vous avez suivi cette révolution. Je crois que là-dedans, il y avait beaucoup de contradictions. Parce qu'il fallait changer, chacun devait porter son nom de famille congolaise. Et je crois que il n'y avait pas de support idéologique, dans ce sens que lorsque vous dites République démocratique du Congo, il y a une connotation révolutionnaire. Puissions intégrer ça dans nos systèmes de souveraineté. Bon, mais qu'est-ce que nous en avons fait? Mais nous sommes restés prisonniers. Nous sommes restés prisonniers du système capitaliste. Parce que quand Gbagbo dit qu'il a donné l'argent aux autres, il a fait pourquoi? C'est parce qu'on a demandé. Parce qu'il est entre deux. Il veut avoir sa légitimité entre deux souverainetés. La souveraineté ivoirienne et la souveraineté française. Donc c'est cette légitimité qu'il veut avoir. On n'a pas attrapé. Quand le grand maître de la... On n'a pas attrapé. Attendez, je vous demande. Quand le grand maître de la mort, c'est-à-dire l'ancien et mystique ordre rosicrucien, Claude Bernard était venu prendre 1 milliard, il avait pris pourquoi? Non, vous avez compris dans quel contexte il avait pris ça. Mais il est venu. C'est-à-dire, on a considéré ça comme une association. Ah, voilà. Que c'est une association à laquelle on a accordé de l'aide. Mais je dis, il faut trouver un système politique qui soit différent des autres. Mais tant que nous traînons ces systèmes politiques et nous mettons un peu de vernis là. C'est quoi le conseil? C'est l'idée que la société doit être marquée en permanence par l'esprit et la pratique de la concertation aux différents niveaux et aux différentes échelles. Et l'un des soucis que les États africains ont dit, c'est qu'ils ont pris la concertation à la légère. Ils ont interprété la concertation comme quelque chose qui est formel. Bon, on va demander l'avis des populations du village parce qu'on va venir faire la route. Mais au fond, on n'écoute pas les populations. Oui. On retient seulement le principe que, bon, on les a entendus. Mais on ne s'intéresse pas au contenu de ce que les populations ont pu dire. Or, dans les pratiques anciennes de gouvernement de l'Afrique, qui a inventé toutes les formes de gouvernement que vous trouvez sur la terre, que ce soit la monarchie, que ce soit l'oligarchie, que ce soit la démocratie. D'ailleurs, quand vous dites démocratie africaine, c'est une tautologie. Et c'est ce que les Africains ne comprennent pas. C'est pour ça qu'on est passé du parti unique. On s'est plaint du parti unique que ça n'a pas donné la solution. On arrive au multiparti, donc on constate encore que ça ne donne pas la solution. Pourquoi? Parce que le parti, qu'il soit unique ou qu'il soit pluriel, n'est qu'un véhicule. Ce n'est qu'un moyen. Le fond des choses est ailleurs. C'est-à-dire, vous pouvez faire le multipartisme, ça ne change strictement rien sur l'économie des relations de pouvoir et de production ne change pas. Et qu'est-ce qui fait changer cette économie? C'est la manière dont vous insérez les composantes naturelles et les composantes culturelles. Comment vous traitez les personnes ou les individus. Encore qu'en Afrique, nous sommes essentiellement des personnes. Nous ne sommes pas tellement des individus. Nous sommes des personnes. Les individus, c'est surtout en Occident. Mais l'Occident est en train de contaminer le monde. Il essaie de faire que l'individualisation aille dans le monde. Comment nous traitons les personnes? Comment nous traitons les groupes?
Et sur la base de quels moyens? Parce que pour prendre en charge les personnes, il y a des moyens immatériels. Déjà, mais la confirmation de quelqu'un qui a été acteur. Parce que quand vous avez lu le livre de Pierre Péan, Affaires africaines, quand vous avez lu le livre de François Verschave, La France-Afrique, quand vous avez lu peut-être, ou alors vu peut-être les mémoires de Focard, qui avait dit que tous les mercredis, il venait en Afrique en avion privé, il faisait les tours des différents pays en Afrique. Il venait peut-être donner certaines injonctions, mais il rentrait avec des mallettes. Quand vous vous rappelez du ministre de la coopération de Sarkozy, Jean-Marie Bockel, qui commençait à parler de la mort de la France-Afrique et que Bongo lui a dit que, attention, avec ton monsieur là, nous, ça ne va pas. Il a été remplacé par Alain Jouandais parce que Jean-Marie Bockel, lui, ne voulait pas porter les valises. On l'a remplacé par Jouandais. Donc, c'est pour dire que c'est une affaire de très longue date. Et même ceux qui disent que c'est les dirigeants français ou occidentaux qui profitaient de cet argent. Oui, peut-être ce que l'argent que le débat. On nomme quelqu'un là où il faut produire, il faut distribuer l'électricité. Il envoie l'électricité dans son village. Les autres villages qui n'auront jamais quelqu'un, ils n'auront donc pas de route, ils n'auront pas d'électricité. Et vous êtes surpris que les gens soient frustrés. Que les gens disent, c'est celui qui les nomme qui a le problème. Voilà le problème dans notre pays. Merci. Si chacun pouvait, si l'État pouvait se mettre au-dessus des communautarismes, des acteurs de l'État plénipotentiaires, ou se dire tous les citoyens, comme dit la loi, c'est la loi qui le dit, la loi d'aménagement du territoire. Merci. Le préambule de la loi d'orientation de l'aménagement du territoire dit l'aménagement de l'État, le Cameroun prescrit un aménagement non discriminatoire du territoire national. Est-ce que c'est la réalité? Pierre York, merci beaucoup. Nous allons saluer M. Aboué Maïssé Jean-Pierre qui dit ce que le prof Onanguini vient de dire. Ils peuvent faire ça, nous on contrôle encore les mers et les océans. Donc ils ne peuvent pas être contents de voir les Russes aussi manœuvrer dans les océans. Mais désormais... Et surtout que tout le fret russe, tous les équipements, le matériel qui passe pour la Centrafrique, passe par le port de Douala. Bien entendu. C'est une confrontation géopolitique. Bien entendu. Celui qui, pour une raison ou pour une autre, en tant que puissance vient s'ancrer en Centrafrique, ne peut pas snober le Cameroun. Parce que le Cameroun est la voie la plus courte au niveau maritime pour arriver en Centrafrique. Si vous passez par le Congo, c'est déjà un peu plus long. Si vous passez par le Soudan, c'est encore plus long. Bon, je ne vous demande pas d'aller passer par le Nigeria, c'est encore beaucoup plus long. Donc, dans ce registre-là, le Cameroun est très, très important. Il faut lui accorder de la considération. Ok. Quelqu'un d'autre sur ce sujet? Les futures batailles géopolitiques sont en train de se projeter sur le golfe de Guinée. Oui. Un détail, parce que cela nous rappelle les conquêtes des explorateurs portugais. Oui, les conquistadors. Les conquistadors et autres, qui ont assuré quand même... Parce que quand tu vois les puissances occidentales qui ont dominé l'Afrique, c'est pas la Chine ou la Russie qui a colonisé nous. Je pense qu'il faut dire aux auditeurs, à nous-mêmes, que l'Afrique doit choisir ses partenaires en fonction de leurs propres intérêts. Exactement. C'est sûr. La Chine n'est pas là pour nous faire plaisir. Il dit que bon, vous discutez avec moi, voilà, c'est du donnant-donnant. Chacun donne. Il faut leur dire ça. Ce n'est plus pour venir... Et dans ce contexte-là, professeur, les intérêts se neutralisent. Personne n'accepte qu'il y ait du trouble là où il y a... Absolument. Personne n'accepte que quelque chose éclate à côté de ses intérêts. Et puis, parce que ça contrarie même... Parce que... Dame Jeanne, chacun a sa Dame Jeanne de vin. Oui, il fait attention. Il ne faut pas que quelqu'un lance le caillou. Parce que les gens comme les Sarkozy, qui ont renversé un homme comme Kadhafi, qui voulait construire une Afrique, une Afrique avec une monnaie dont le Cameroun était même une des agences à Douala ou à Yaoundé, c'est Bakoto qui peut préciser. Ils ne veulent plus de terroristes parce que les terroristes leur font peur aussi
Ce sont eux qui ont fabriqué les terroristes. N'oublie pas ça. Oui. Ce sont eux. D'accord. Bon, de toute façon, moi je pense que l'Afrique là doit... Mais personne n'a le droit d'en parler. Mais où est passé Paul Biya? À 91 ans, le président du Cameroun n'est pas réapparu en public depuis le sommet Chine-Afrique à Pékin. C'était début septembre, une absence qui commence à faire grand bruit. Enfin, dans la limite de la loi, car le gouvernement a formellement interdit tout débat dans les médias sur son état de santé. Bonjour Stéphane Balong. Bonjour Julien. Que sait-on à ce propos? Où est Paul Biya aujourd'hui, à Genève? Si on s'en tenait aux propos du gouvernement qui a, j'allais dire, spéculé sur son décès, et puis Paul Biya est rentré en une sorte de retour triomphal, j'allais dire. On se souvient de cette phrase qu'il avait prononcée à sa descente d'avion quand il a dit « Le fantôme vous salue bien ». Il est possible qu'on assiste à quelque chose de ce type-là 20 ans plus tard, où Paul Biya va rentrer en homme providentiel en quelque sorte, et on va voir se multiplier les appels à sa candidature. Mais la question qu'il faut se poser dans ce contexte où on a un débat sur l'état de santé d'un président qui a 92 ans, c'est est-ce qu'il est raisonnable qu'il brigue un nouveau mandat? Est-ce qu'il est raisonnable qu'il postule à un nouveau mandat de 7 ans à la tête du pays? Parce que quand on dit que Paul Biya a passé 42 ans à la tête du pays, mais en fait, on oublie qu'avant d'accéder à la présidence, il a été dans la haute sphère de l'État pendant 20 ans en tant que chargé de mission, en tant que directeur de cabinet du président, de son prédécesseur, et en tant que Premier ministre. Donc ça fait 62 ans au total qu'il a passé à la tête de l'État. Et donc, il serait peut-être temps qu'il se repose. Merci beaucoup, Stéphane Balong. Publication sur Facebook. Que c'est un mensonge que eux, les opposants, y compris lui, Jean de Dieu Momou, ont pendant longtemps répété dans ce pays pendant l'opposition, quand ils étaient à l'opposition. C'est donc le problème de notre pays, le problème des intellectuels menteurs, Oui. des intellectuels faussaires. Voilà, il a dit, Jean de Dieu Momou, c'est écrit, que c'est un mensonge que eux, dans l'opposition, ils ont longtemps répété. Alors, le citoyen ordinaire, qui écoute un avocat... Ce qu'il mentait. Vous avez vu ça? Moi, j'ai vu l'image à la télévision. Quand j'analyse le visage de ce monsieur-là, tel qu'il est en train de parler, il donne l'impression qu'il est convaincu que ce qu'il dit est vrai. Oui, il ne sait même pas qu'il est en train de mentir. C'est l'ignorance absolue. Et c'est dangereux. Et il se proclame, et il est présenté comme le chef de service Afrique d'une chaîne qui a envahi le monde entier. Et vous vous rendez compte, et il parle ainsi, dans des termes aussi fragiles, légers, mensongers, une légende urbaine, cette histoire de 45 jours ou de 40 jours. C'est une légende urbaine, ça ne voudrait pas... Merci. On ne devrait pas en faire un débat. Merci, Sostiane. Parce que tout se passe comme si, en fait... Une disposition dans un texte, dans une loi fondamentale, une autre chose est de l'activer, de la mettre en action dans des circonstances précises. Quand une disposition n'a pas encore... On arrête de parler du président de la République. Je serai le dernier mot. Au téléphone, allô? Oui, bonjour Roger. Bonjour à vous, comment vous vous appelez? Je suis Roger et je salue ton panel. D'accord, nous vous écoutons. Roger, moi je suis entièrement d'accord avec tout ce que vient de développer ceux qui sont sur ton plateau. Maintenant, ce que moi je voudrais dire, il faudrait que le gouvernement camerounais organise aussi sa communication. Parce que si et seulement les laboratoires et puis ceux qui travaillent avec le chef de l'État avaient mieux communiqué, afin on ne se serait pas retrouvé en train de balader partout. Une des choses, c'était même dit, supposons même, comme vous l'avez dit tout à l'heure, supposons même que le chef de l'État soit malportant. Et qu'il dise qu'il a beaucoup travaillé. À 92 ans, fait tout ce qu'il a fait ces derniers temps. C'est beaucoup. Il a beaucoup voyagé. Mais il faut qu'on dise aux Camerounais, c'est un être humain. Donc qu'on dise aux Camerounais, voilà la situation, il est un peu fatigué, peut-être de ses voyages.
Mathias Eric Onanguini, la question du Dauphinat est devenue un débat camerounais. Et j'ai joué les espions en allant espionner quelques barons du RDPC qui ne veulent pas, par exemple, entendre parler d'un certain Franck Biya comme dauphin. Ils sont prêts à intervenir. Ils disent que nous avons passé toutes nos vies à travailler et à la dernière minute, quelqu'un n'est même pas du parti. La question du Dauphinat anime aussi les batailles au sein de l'appareil, pour le moment, et au sein du sérail que vous avez vu. Ce n'est pas possible. Quand vous connaissez l'organisation du CEP, ce n'est pas possible. Le vrai problème, monsieur Guillet, c'est qu'à l'intérieur des milieux gouvernants, certains estiment que la personnalité qui a ce poste a déjà trop duré. Voilà leur vrai problème. Ah, d'accord. Ce n'est pas moi, le monstre. Je comprends. Le problème n'est pas que le secrétaire général a confisqué tous les pouvoirs du président, c'est qu'ils estiment qu'il a trop duré et que ça doit tourner. Dites-nous en plus. Parce que plus il dure, plus ils se disent qu'on ne sait jamais, c'est peut-être à lui qu'on veut laisser le pouvoir. C'est aussi simple que ça. Nous sommes en pleine conjecture. Doyen Sijoun, vous êtes le doyen du Grand Collège du Cameroun. Compte tenu de la conjoncture, les différentes guerres extraordinaires dont on sait ici, que ce soit les acteurs, y compris dans la bureaucratie. Vous dites tout ça ici, qu'il y a une lutte féroce pour le pouvoir. Tantôt on dit qu'il est mort. Mais le pouvoir vient de Dieu. Justement, il vient de Dieu, c'est pour ça que Dieu dit ici, monsieur Guillet. Et ça, c'est ma conviction. Le président de la République peut, lorsque les circonstances l'exigent, proclamer par décret l'état d'urgence qui lui confère de pouvoirs spéciaux dans les conditions fixées par la loi. L'Occident va dire